Elle est votre invitée à présent en direct sur Boursorama dans la grande interview. C'est Corinne Joly, bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, président du site immobilier PAP. J'ai retrouvé ce sondage, il remonte un petit peu, il remonte au mois de mars. 74% des Français estiment qu'accéder à la propriété immobilière sera bientôt un produit de luxe. Enquête IFOP du mois de mars. 14 points de plus en un an. L'accès à la propriété de plus en plus réservé à une élite. On y est. On y va. On y est, on n'y est pas partout en France, mais on y est dans les territoires attractifs. Les territoires attractifs en France, c'est les métropoles et les zones du littoral. Et c'est vrai que c'est des territoires dans lesquels, si vous n'avez pas, alors notamment en ce moment, un apport personnel conséquent, et je vais le dire plus clairement, si vous n'avez pas un héritage ou des donations, donc si vous n'êtes pas aidé, c'est très compliqué d'acheter. Donc on a des populations qui s'éloignent des métropoles ou qui rentrent dans les terres au niveau du littoral. Ce qui donne le sentiment que habiter dans ces zones-là, effectivement, est réservé à une élite. Ouais, avec des Français qui ont perdu. C'est Véronique Bédag qui était sur France 2 hier matin, qui rappelait, patronne de Nexity, qui vient d'entendre nous voir ici sur Boursorama, que les Français ont perdu en moyenne, c'est une moyenne bien sûr, 25%. On le connaît le chiffre, mais c'est bien qu'elle le rappelle, 25% de pouvoir d'achat immobilier en 18 mois. C'est la triste réalité, mais on en est là. Alors on en est là, et puis ce ne serait pas du tout un problème si les prix avaient baissé d'autant. Ouais. Mais évidemment, le gros problème, parce que le problème, ce n'est pas les taux d'intérêt dans l'absolu. Des taux d'intérêt à 4%, historiquement, on l'a déjà vécu. Mais les prix étaient bien inférieurs. Là, le problème, c'est qu'on a eu des taux d'intérêt très bas, des prix immobiliers qui ont énormément monté. Ils ont quand même triplé en 20 ans, notamment dans les zones que j'ai citées. Pourquoi ça ne baisse pas d'autant? Ça baisse quoi? La FNAIM attend 5% de baisse cette année en moyenne en France. Je sais bien que c'est compliqué les marchés, il y a des marchés de vitesse, ça dépend des régions, c'est une moyenne. Mais on est très loin, encore une fois, d'un ajustement comparable à la hausse des taux. Alors ça, c'est sûr que la baisse des prix ne compense pas du tout la hausse des taux. Pourquoi? Alors on est un peu sur un bras de fer entre les acheteurs et les vendeurs. Et on va dire que, alors d'un côté, on dit les acheteurs, c'est un produit de luxe, etc. Mais il faut voir que le marché locatif est très tendu aussi. Donc les acheteurs, à la fois, ils voient bien que c'est difficile, que les conditions ne sont pas très bonnes, mais leur alternative, c'est quoi? C'est d'être locataire. Et être locataire, c'est compliqué aussi, c'est cher aussi. Donc finalement, la demande pour l'achat, à la fois, elle est un peu coincée, elle est rendue difficile, mais quelque part, les jeunes continuent d'avoir envie d'acheter. À côté de ça, vous avez des vendeurs, on en a tous les genres. Alors, il y a eu quelques mois là, avec des vendeurs dans des situations d'urgence, amenés à baisser leur prix à cause de crédits relais, etc. Mais maintenant, on a des vendeurs qui attendent, qui sont assez installés, qui ont commencé leur vente dans un marché en crise, donc ils ont le temps, ils se demandent combien de temps ça va durer. Ils se demandent s'il n'y a pas des solutions alternatives, la vente à terme, la location touristique en attendant que ça passe. Donc on a des vendeurs qui peuvent attendre et des acheteurs pour qui attendre, ça veut dire payer un loyer. Donc le bras de fer n'est pas forcément à l'avantage des acheteurs. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est sur un marché avec un manque d'offres. Et que ça, vu ce qui se passe du côté de la construction... Pourquoi manque d'offres? On ne parle pas du neuf, là on parle dans l'ancien. Oui, mais c'est le neuf qui permet de... Bon, effectivement, on est dans l'ancien. On parle de l'ancien sur l'ancien, c'est parce qu'il y a des vendeurs qui se disent tiens, je ne mets plus mon bien en vente puisque le timing n'est pas le bon. Et donc, globalement, on manque d'offres en France, mais ça fait très longtemps qu'on manque d'offres. On manque d'offres parce que, comme je le disais, il y a des territoires attractifs d'un côté et du coup, de l'autre, il y a des endroits où il y a des logements vacants. Il y a à peu près 3 millions de logements vacants en France. De l'autre côté, il y a eu un gros développement des résidences secondaires. Là aussi, il y a à peu près 3 millions de résidences secondaires. Donc tout ça mobilise des logements. Et à côté de ça, on a besoin de plus de logements pour des raisons démographiques, à cause des divorces, à cause de l'augmentation de l'espérance de vie. On est beaucoup moins nombreux aujourd'hui par logement qu'auparavant. Donc en gros, depuis 50 ans, il aurait fallu qu'on construise 300 à 400 000 logements par an pour couvrir les besoins. On ne l'a pas fait et on n'est pas prêt de le faire. Donc il n'y a pas d'afflux d'offres sur le marché. Et s'il n'y a pas d'afflux d'offres, ça va être compliqué, ça maintient une tension sur les prix. On parlait hier, on parlait hier de la production de crédit, les taux de refus. On sait que le gouverneur de la Banque de France a dit il faut qu'on commence à regarder un petit peu le taux de refus des banques. On sait qu'il y a le HCSF, le comité de stabilité financière, qui se réunit début décembre pour éventuellement apporter de la flexibilité aux conditions d'octroi des crédits immobiliers par les banques. On sait qu'il y a des règles qui sont 25, pas plus de 25 ans, pas plus de 35% de taux d'endettement par rapport aux revenus, avec des flexibilités à hauteur de 20%. Pardon, c'est un peu technique, mais voilà. On sait que Bruno Le Maire est favorable à plus de flexibilité. On dit du côté de la Banque de France, ça coincerait un peu. Qu'est-ce qu'il faudrait faire là? Il y a une marge de manœuvre à apporter en plus aux banques, plus de flexibilité?
Je pense que les banques ont déjà de la marge de manœuvre et qu'elles ne l'utilisent pas complètement. Donc, c'est-à-dire que là, pour l'instant, elles sont quand même elles-mêmes prudentes, elles-mêmes assez frileuses, parce qu'il y a un contexte économique aussi qu'on vient de voir qui n'est pas forcément idéal et qui ne rend pas spécialement optimiste. Donc, les banques sont prudentes. Après, de toute façon, du côté des acheteurs, il y a aussi, vu les taux d'intérêt, vu leur capacité de financement actuelle, il y a aussi un problème de choix. Et puis il y a un point dont on n'a pas parlé, qui est quand même aussi en ce moment un peu critique sur le marché, c'est toutes les questions des passoires thermiques. Oui. Il se passe quoi? Parce qu'on entend un peu tout son contraire. Déjà sur la décote, c'est vrai qu'aujourd'hui, une passoire thermique, donc un bien mal isolé, c'est 10 à 15% de décote, c'est vrai ça? Oui, c'est globalement... Sur quel niveau de lettrage? Alors à G, on est autour de 15% de décote, et F, on est plus entre 5 et 10%. Donc évidemment, il y a des différences locales, etc. Ce qui se passe après, c'est, vous dites on entend tout et son contraire, justement les propriétaires sont absolument perdus sur ce sujet, c'est-à-dire que les propriétaires de passoires thermiques... Ils se disent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les travaux? Et pour le coup, ce sont eux qui acceptent le plus de baisser leur prix parce qu'ils n'ont pas le sentiment que leur prix de vente, c'est une question de marché et que ça va remonter. Ils se disent au contraire, d'ici 3-4 ans, ça va être encore pire. Donc certains ont quand même un petit peu l'impression d'avoir une patate chaude entre les mains. Et donc c'est eux qui acceptent le plus facilement de baisser leur prix. C'est une bonne affaire ou pas pour un acquéreur ça peut. Jeune qui se disent on va nous-mêmes faire les travaux, enfin nous-mêmes, soit oui, ou qui acceptent. Parce que comme en face on a des acheteurs qui ont besoin d'acheter moins cher, ils vont devoir faire un compromis. Et des compromis, il n'y a pas 50 solutions. Il y a un compromis sur l'adresse, je m'éloigne pour trouver moins cher. Il y a un compromis sur la surface. Et puis, il y a un compromis maintenant sur la classe énergie. Je vais prendre le bien où je veux, la taille que je veux, mais... c'est une rupture, ça, quand même. C'est une rupture sur le marché d'avoir justement cette... Alors, c'est une rupture et c'est un peu chaotique. C'est-à-dire qu'on le gère dans des délais qui sont un peu déconnectés de la réalité parce que les plans, les objectifs sont complètement inatteignables. Là, il faudrait quand même rénover quelques 5 millions de logements pour 2028. C'est impossible, hein. Il n'y a même pas la main-d'œuvre sur le secteur pour faire ça. Et puis, c'est un sujet très technique, en fait, la rénovation énergétique. Et par exemple, vous me demandiez si c'était un bon plan. Ça peut, parce que dans certains cas, vous avez un propriétaire, on lui a mis un G, il est extrêmement stressé, il va accepter 15% de décote. Mais si ça se trouve, les travaux ne sont pas énormes, voire, moi je pense qu'il y a il va y avoir certains changements sur la méthode de calcul et certains logements G, à mon avis, vont cesser d'être G tout seuls, juste parce qu'on va devoir adapter la méthode de calcul parce qu'il y a des erreurs. Par exemple, les studios sous les toits sont G et c'est un problème. Même s'ils sont très bien isolés, ils sont G. Il y a des propriétaires, ils ne comprennent pas, ils ont fait des travaux et ils ont encore un logement G. C'est la méthode de calcul, elle a des erreurs. Qu'est-ce qui ne va pas dans la méthode de calcul ? On est technique. Pas trop longtemps non plus. Hein. Alors, l'un des éléments de la méthode de calcul, ça s'appelle l'indice de compacité thermique. C'est les surfaces déperditives sur la surface habitable. Dans un petit studio sous les toits, surface déperditives, il y en a beaucoup. Surface habitable, il y en a moins. Ouais. Donc l'indice de compacité thermique est très élevé. Vous pouvez faire tous les travaux du monde. C'est inhérent au studio. C'est inhérent au calcul et ça commence à remonter parce que c'est entre guillemets pas juste. C'est-à-dire que ce studio-là n'est pas une passoire thermique. Certains sont très bien isolés, ils ont des doubles vitrages, tout a été fait, mais ils continuent d'avoir une lettre G. Ça, moi je pense qu'à un moment ou à un autre, les pouvoirs publics vont devoir se pencher sur le calcul et qu'ils vont devoir le corriger. Et donc le logement, il était G, nouveau DPE, il sera plus G. Donc ça peut être un bon plan. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez sinon, Corinne Joly, sur PAP? Parce que si on met de côté le luxe, on a reçu les patrons de réseaux d'agences immobiliers de luxe qui disent qu'en gros, eux, ça va à peu près. Même s'il y a aussi dans le luxe un marché de vitesse. Hein, c'est-à-dire quand on est entre 1 et 3 millions, c'est un peu plus compliqué. Au-delà de 3 millions, zéro souci. On a vu le patron de l'Aftame qui est venu nous voir, qui nous dit, en gros, 20% de baisse des transactions, 5% sur les prix. Est-ce que c'est ce que vous voyez, vous aussi, entre particuliers, où ça se porte mieux ou moins bien, je ne sais pas? Alors, on observe à peu près... Ou c'est la même tendance? C'est à peu près la même tendance. Alors, elle est un peu améliorée parce que les marchés à la baisse nous sont généralement favorables parce que quand les propriétaires, avant de baisser leur prix, ils essayent de passer en direct pour ne pas baisser leur prix. Pour gagner la commission. Voilà, pour gagner la commission. De l'agent. Donc, on observe un peu moins, mais sur les volumes, je suis quand même assez raccord avec ce qui va se passer. Et je pense sur les prix aussi? Sur les prix, du coup, pareil, on a un peu moins parce qu'en fait, les propriétaires passent en direct toujours pour la même raison, donc un peu moins. Mais surtout, ce qu'on observe, c'est... on va dire, je suis assez convaincue que c'est pas fini. Ça ne va pas s'arranger dans 3 mois. On a souvent cette question des propriétaires.
Là, au moins jusqu'à mi-2024, on va obtenir la même chose. Le marché va continuer sur sa tendance. Mais avec une accélération à la baisse des prix ou parce que la dérivée seconde est importante là-dedans. Non, mais c'est vrai. Hein. Alors, pas spécialement. Parce que comme je vous dis, les vendeurs s'installent quand même. Hein. Les vendeurs sont sur un... souvent, les phénomènes d'urgence, voilà, c'est les vendeurs qui ont commencé à vendre et ils étaient au début de la baisse. Donc, ils ne vont pas casser leur prix, ils vont rester sur... Non, on a des vendeurs, j'en ai beaucoup de questions sur comment patienter, combien de temps ça va durer. Donc, on a des vendeurs beaucoup de vendeurs quand même qui, je trouve, peuvent se permettre d'être patients et qui attendent que la situation s'arrange. Et comme en face, comme je vous le disais, on a des acheteurs... Donc, il n'y a pas de raison que les prix décrochent, plus que ça. Moi, je ne crois pas à un crash. Je crois que ça va continuer de s'ajuster un petit peu quand même, parce que, comme vous le disiez, 25% de perte de capacité de financement, ça va continuer 5% notamment... de baisse de prix. Vous me direz si c'est chaque année pendant 5 ans. Voilà, c'est ça. Je pense que ça va refaire la même chose, mais ça se cumule. Donc, au bout d'un moment, ça fait quand même un ajustement. Je pense qu'il ne couvrira pas la perte de capacité d'emprunt. Et je pense que la situation va être variable. Ça va entraîner chez les jeunes, et notamment voilà, les primo-accédants, des compromis. C'est-à-dire que en fait, ça va continuer de baisser là où c'est le plus cher parce que c'est le plus impacté. C'est-à-dire que je pense que le problème à Paris est sérieux, par exemple. Parce que Paris, vraiment, aujourd'hui, pour y acheter, là, pour le coup, c'est carrément réservé à une élite ou à des bons héritiers. Mais par contre, dans des zones plus aux marges où les prix sont plus abordables, ça va continuer de baisser un petit peu, mais je ne pense pas trop parce que malgré tout, il faut bien se loger. Et la location, en ce moment, c'est pas facile. Après, on me dit souvent, arrêtez de parler de prix en moyenne nationale. Voilà, il y a une régionalisation, encore une fois, qui n'a jamais été aussi marquée dans l'immobilier. C'est vrai, ça aussi, entre les métropoles entre elles, entre voilà, les campagnes, les villes, les résidences secondaires, et qu'il y a un marché à plusieurs vitesses. Alors, évidemment qu'il y a plusieurs vitesses. Si je devais vous le séparer, il y a le cas de Paris et de la Petite Couronne, qui est quand même très spécifique, parce que là, on est dans des prix très élevés. La Petite Couronne s'ajuste aussi ? Oui, la Petite Couronne subit le même phénomène, mais on est sur des prix, Paris, la Petite Couronne, on est entre 8 000 et 12 000 euros du mètre carré, donc on est quand même très très cher. Donc là, clairement, c'est les premiers marchés impactés par toutes les conditions de financement. Il y a toutes les autres métropoles qui peuvent être un marché de report pour des cadres parisiens. Beaucoup de cadres parisiens veulent aller dans une autre métropole où ils vont trouver à peu près le même mode de vie, mais à un tarif qui est tout de suite beaucoup plus abordable, puisque juste derrière Paris, les métropoles les plus chères, c'est Bordeaux, Nice, Lyon. Bon, on est entre 5 000 et 6 000 euros du mètre carré. Donc, on est dans un rapport de 1 à 2. Donc les autres métropoles sont déjà un marché de report intéressant justement pour des Parisiens qui se disent si j'arrive à Bordeaux avec mon salaire parisien... Après, il y a les zones rurales qui pâtissent quand même de leur dépendance à la voiture, parce que pour le coup... Aujourd'hui, voilà, c'est l'augmentation des coûts de l'énergie et des coûts de l'essence a quand même mis un coup sur ces marchés-là parce qu'on voit bien qu'être dépendant de la voiture, c'est un risque financier. Et puis, il y a les villes moyennes qui sont... alors, elles sont accessibles, donc elles pâtissent moins de la situation. D'ailleurs, si on regarde l'ensemble des régions, hors Île-de-France, le marché baisse beaucoup moins vite. On est à moins 1% à peu près, donc la baisse est très très légère. Mais... moi, j'ai le sentiment qu'elles avaient vraiment une fenêtre de tir après le Covid, où il y avait vraiment un engouement pour ces villes-là, avec le télétravail, etc. Et c'est moins le cas aujourd'hui ? C'est moins le cas, parce que sur les services, je pense notamment aux écoles, à la santé, ça n'a pas forcément suivi. Donc on a des communes qui font beaucoup d'efforts pour attirer, mais finalement, si vous regardez les mouvements vont un peu toujours dans le même sens, c'est les communes du littoral. Donc après, le littoral, en revanche, marche toujours très bien. Je pense à des villes comme La Rochelle, tout le littoral ouest notamment. En résidence secondaire ou même principale, les deux ? Les deux. Voilà, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de résidences secondaires, ce qui se développe. Ça continue à être un marché actif aussi, les résidences secondaires ? Ouais. Ah oui. Ouais. Oui, c'est tout le paradoxe du marché, c'est qu'on parle beaucoup des taux d'intérêt, etc., mais il y a tout un marché, disons, plus senior, de personnes qui ont un capital immobilier. Ils ont emprunté il y a 30 ans, ils ont fini de rembourser, ils ont construit un patrimoine, qui sont moins impactés par ce qui se passe actuellement sur le marché du crédit. Nous, sur PAP, la dernière étude qu'on a faite, il y avait un tiers d'acheteurs qui achetaient comptant, sans crédit. Ils ont revendu un bien, ils en rachètent un autre. Bon, ceux-là, vous leur parlez des difficultés du crédit. Ouais. Pas pour eux. Pas pour eux. Et effectivement, c'est une population qui envisage d'acheter à La Rochelle pour avoir éventuellement pour y passer sa retraite, mais en attendant pour
voilà, pour avoir une résidence secondaire. Donc oui, ça reste un marché actif. Oui. Bon, et donc on finit là-dessus. Les tendances, encore une fois, sur PAP en ce moment, ce que vous voyez entre pour des particuliers, voilà, leur recherche ou leur... qu'est-ce que... On continue d'être sur une baisse d'à peu près 20% de volume d'acheteurs. Je pense que jusqu'à l'été 2024, on va être sur cette tendance-là. Et pourquoi ça rebondirait? Vous me direz, si la BCE ne monte plus ses taux, voire commence à les descendre comme attendent certains, les baisser mi-2024, ça pourrait donner un petit coup de pouce? Alors déjà parce que ça pourrait quand même se stabiliser, etc. Et ensuite parce que, comme je le disais, à un moment, les acheteurs, les primo-accédants notamment, actuellement attendent la baisse des prix. Donc eux aussi sont dans une logique de report. On ne peut pas reporter infiniment son projet d'achat. C'est plus difficile parce qu'il correspond à des conditions de vie, il correspond à une installation en couple, à l'arrivée d'enfants. Et puis que voilà, comme je le disais, on doit arbitrer entre acheter ou louer. Et que vu les montants de la location actuellement, on revient à l'achat. À un moment, on revient à l'achat. Et pourquoi pas sur le site PAP? Allez, merci à vous. Corinne Joly, donc la présidente du site immobilier PAP, invitée à la grande interview en direct sur Boursorama, retrouvée à 14h en replay. Merci.